Je croyais savoir à quoi ressemblait la trahison. Vraiment. Je m'imaginais capable de la reconnaître au premier regard, l'odeur d'un parfum étranger sur une écharpe, les regards fuyants, ce besoin soudain et constant d'intimité. Je pensais, naïvement, que si un jour, ça devait m'arriver, je le verrais venir de loin, comme un orage à l'horizon. Comme je me trompais. Mon histoire, c'est celle d'une chute brutale, orchestrée dans le silence. C'est l'histoire d'une vengeance méticuleuse, froide, filmée en direct pour un public très sélect, la famille de celle qui partageait ma vie. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix étranglée par un prétendu surmenage, je vais rentrer tard, encore une réunion qui s'éternise, ce qu'elle ignorait, c'est que je n'étais pas à la maison. J'étais garé dans la rue d'en face, mon téléphone braqué sur la fenêtre de sa chambre adultère, et j'ai répondu calmement, ne t'inquiète pas, mon amour. Toute ta famille est en train de te regarder travailler si dur. Le silence qui a suivi, c'était le son de son monde qui s'effondrait. Et quand elle a enfin compris, il était bien trop tard. Je m'appelle Julien, et pendant 5 ans, j'ai cru vivre le genre de mariage que les gens envient. Camille et moi, nous n'étions pas parfaits, bien sûr, mais nous formions un bloc. Des partenaires. Je travaille dans la logistique, je gère des chaînes d'approvisionnement pour un distributeur de taille moyenne à Lyon. Elle était dans le marketing, gravissant les échelons dans une ESN, entreprise de services du numérique, du quartier de la Pardieu. Nous avions des projets, des enfants, un jour, peut-être une maison plus grande en périphérie, des vacances dans ces endroits dont on ne voit les photos que dans les magazines. Nous construisions quelque chose. Du moins, c'est ce que je croyais. La première fissure est apparue il y a environ 6 mois, même si sur le moment, je ne l'ai pas identifiée comme telle. Camille a commencé à travailler tard. Pas de temps en temps constamment. Le lundi soir est devenu le mardi soir, puis des semaines entières où je dînais seul, m'endormais seul et me réveillais en découvrant son côté du lit encore fait, parce qu'elle s'était effondrée sur le canapé du bureau. C'est ce qu'elle disait. Son texto arrivait généralement vers 19h. Grosse pression sur un projet, mon cœur. Ne m'attends pas. Une autre nuit, un autre message, mon supérieur a besoin de ça pour demain matin. Les heures supéreront bien notre avenir. Notre avenir. Je me suis raccroché à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Car si c'était pour nous, alors la distance n'avait pas d'importance, n'est-ce pas? Les dîners manqués, les week-ends annulés, le fait que nous n'avions pas fait l'amour depuis plus d'1 mois, tout cela était justifié si cela signifiait que nous allions vers quelque chose de meilleur. Mais ensuite, les autres changements ont commencé. Subtils, au début. Elle a commencé à s'habiller différemment pour le travail. Des tailleurs plus ajustés, des jupes plus près du corps, des talons que je ne lui avais jamais vus. Elle se maquillait désormais pour aller au bureau. Pas seulement du rouge à lèvres, mais le grand jeu, pommettes sculptées, regard charbonneux, ce fond de teint lumineux qui donnait à sa peau un air retouché, et du parfum. Pas la légère fragrance florale qu'elle portait d'habitude, mais quelque chose de plus lourd, de plus séduisant, quelque chose qui restait en suspens dans l'air. Quand je lui ai posé la question, elle a balayé mes doutes d'un rire. Je représente l'entreprise en réunion client maintenant, a-t-elle expliqué d'un geste décontracté. Je dois avoir l'air professionnel. Professionnel, bien sûr. La sécheresse intime a continué. Quand j'essayais de prendre l'initiative, une main sur sa hanche dans la cuisine, un baiser qui durait un peu plus longtemps que d'habitude, elle se dérobait avec des excuses. Je suis épuisé, Julien, disait-elle en détournant le visage. J'ai une réunion très tôt demain matin, murmurait-elle une autre fois. On peut juste se faire un câlin ce soir, suggérait-elle doucement. Sauf qu'il n'y avait pas de câlin. Elle se tournait, dos à moi, son téléphone brillant sous les couvertures tandis qu'elle tapait des messages qu'elle ne me montrait jamais. J'ai commencé à remarquer de plus en plus ce manège avec son téléphone. Elle souriait à des textos qu'elle ne me laissait pas voir. Elle prenait des appels dans l'autre pièce, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure inaudible. Et quand j'entrais, elle mettait fin à la conversation brusquement. Faut que je te laisse. On se rappelle plus tard, disait-elle rapidement. Puis elle levait les yeux vers moi avec ce même sourire éclatant, ouvert, complètement faux et ajoutait, juste des trucs de boulot. Je n'étais pas stupide. J'avais entendu les histoires. Je connaissais les signes. J'avais vu assez de films pour reconnaître une femme infidèle quand j'en voyais une. Mais la confronter,
c'était comme admettre ma défaite. Comme si à l'instant même où je l'accuserais, je l'aurais déjà perdu. Alors, je suis resté silencieux. J'ai observé, j'ai attendu, et je me suis détesté pour ça. Un soir, après qu'elle soit partie pour un énième projet urgent, je me suis assis dans le salon plongé dans le noir et j'ai pris une décision. Je n'allais pas lui demander si elle me trompait. Je n'allais pas supplier pour obtenir la vérité ou plaider pour son honnêteté. J'allais découvrir la vérité par moi-même. Et si elle mentait, si elle me trahissait, je ne me contenterais pas de partir. Je m'assurerais qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait détruit. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai cherché des traceurs GPS. J'en ai trouvé un avec de bons avis, discret, support magnétique, suivi en temps réel et livraison en 2 jours. Je l'ai commandé sans hésiter. Pas de larmes, pas de drame, juste une résolution froide et calculée. Le colis arriverait jeudi. Le traceur est arrivé dans une boîte en carton banal le jeudi après-midi, comme prévu. Il était petit, noir, de la taille d'une boîte d'allumettes, avec un aimant puissant d'un côté. Je l'ai tenu dans ma paume pendant ma pause déjeuner, testant son poids, imaginant où je le placerais, sous la voiture, près du passage de roue arrière, un endroit où elle ne penserait jamais à regarder. Ce soir-là, pendant que Camille était sous la douche, se préparant pour une autre session, d'heures supplémentaires, je suis sorti. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur notre allée. Mes mains étaient stables lorsque je me suis accroupi à côté de sa berline et que j'ai fermement pressé le traceur contre le châssis. Il s'est verrouillé en place avec un léger clic. Je me suis relevé, j'ai épousseté mes mains et je suis rentré comme si de rien n'était. Elle est partie à 18h40, m'embrassant sur la joue à un baiser léger, machinal, le genre de baiser qu'on donne à un colocataire. « Ne m'attends pas, chérie », a-t-elle dit en attrapant son sac. « La nuit va être longue. » Je lui ai souri en retour. « Bonne chance. Je te garderai une part du dîner. » À l'instant où sa voiture a disparu au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de suivi. Un petit point bleu est apparu sur la carte, se déplaçant à travers notre quartier. Je l'ai regardé naviguer dans les rues, se dirigeant vers le centre-ville où se trouvait son bureau. Pendant un instant, je me suis senti stupide, paranoïaque. Peut-être que je me trompais. Peut-être qu'elle travaillait vraiment tard. Puis le point a tourné à gauche au lieu de droite, s'éloignant de son bureau, en direction des banlieues et de la ville. Mon estomac s'est noué. J'ai attendu 10 minutes. Le point a cessé de bouger, stationné dans une rue résidentielle que je ne reconnaissais pas. J'ai attrapé mes clés et j'ai pris la voiture. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge, mais mes mains ne tremblaient pas. Ma vision était focalisée, comme dans un tunnel. Je devais voir. Je devais savoir. 15 minutes plus tard, je suis arrivé dans la rue où sa voiture était garée dans une allée. Une maison individuelle modeste, pelouse soignée, lumière du porche allumée, tout à fait normal. Sauf que rien dans tout cela n'était normal. Je me suis garé à une centaine de mètres et j'ai marché, en restant dans l'ombre. Les stores de la fenêtre du salon étaient partiellement ouverts, juste assez. Les lumières à l'intérieur étaient chaudes, dorées. Je me suis approché, le souffle court, mon pouls martelant à mes oreilles. Et c'est là que je les ai vus. Camille, dans la chambre, avec un homme. Elle était sur lui, ses cheveux tombant librement sur ses épaules, la tête renversée en arrière d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois, peut-être plus. L'homme sous elle était plus âgé, la quarantaine bien tassée, en forme, les tempes grisonnantes. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu une fois en allant chercher Camille au travail, son supérieur, Laurent, le type qu'elle avait mentionné en passant. Oh, Laurent, avait-elle dit ce jour-là avec une telle désinvolture. Il est inoffensif. C'est juste mon chef. Inoffensif. Je suis resté là, figé, à regarder à travers cette fenêtre comme si c'était un écran et que c'était la vie de quelqu'un d'autre. Des vêtements éparpillés sur le sol, ses mains sur les hanches de Camille, la bouche de Camille sur la sienne. La façon dont elle bougeait, urgente, désespérée, vivante. Je ne pouvais pas détourner le regard. Je ne pouvais plus respirer. Mon premier réflexe a été d'enfoncer la porte, de le traîner dehors par le col et de le faire saigner. De lui hurler dessus, à elle, d'exiger des réponses, de tout brûler sur le champ. Mais quelque chose m'a arrêté.
Une voix dans ma tête, calme mais ferme, non. Pas maintenant. Si tu fais ça, tu perds. Tu passes pour le méchant. Tu te fais arrêter. Elle joue la victime. Réfléchis. J'ai fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture. Mes jambes semblaient ne plus m'appartenir. Je me suis assis au volant, les mains agrippées au volant, et j'ai juste respiré. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ma poitrine était oppressée. Ma vision s'est brouillée, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de notes. J'ai commencé à taper. Preuve, chronologie, nom, date, lieu. Il me fallait des preuves. Il me fallait un levier. Et plus que tout, il fallait qu'elle ressente exactement ce que je ressentais en ce moment. Pas seulement de la culpabilité, pas seulement du regret et de l'humiliation. Une humiliation publique et irréversible. Je suis rentré chez moi, je me suis servi 3 doigts de whisky et je me suis assis devant mon ordinateur portable. J'ai fait des recherches sur les plateformes de diffusion en direct, les logiciels de capture d'écran, les paramètres des groupes WhatsApp et le stockage sur le cloud pour les preuves vidéo. Je n'avais pas fini. Je ne faisais que commencer. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je suis devenu un fantôme dans ma propre vie. Je souriais à Camille au petit déjeuner. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je l'embrassais pour lui dire au revoir comme si rien n'avait changé, et elle a tout gobé. Chaque mensonge, elle l'a avalé sans sourciller. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Je jouais à la perfection le rôle du mari ignorant. Mais derrière le masque, je constituais un dossier à faire pleurer d'envie un procureur. Chaque soir où elle partait pour des heures sup, je la suivais. Même maison, même créneau horaire, généralement entre 19h et 22h. J'ai tout documenté, capture d'écran des données GPS avec horodatage, recoupé avec son agenda professionnel, qu'elle synchronisait avec notre compte Google partagé. Erreur de débutante. J'ai même installé une application de caméra cachée sur une vieille tablette, je l'ai calée sur mon tableau de bord et j'ai filmé sa voiture arrivant à la maison, elle entrant à l'intérieur, y restant des heures. Irréfutable. J'ai également consulté le site de son entreprise et confirmé que son supérieur, Laurent Chevalier, était bien répertorié comme le directeur marketing senior. Marié, 2 enfants. Son profil LinkedIn montrait des photos de famille. Sa femme, Élodie, blonde et souriante, tenant leur fille sur une plage ensoleillée. Je me suis demandé si Élodie était au courant. Je me suis demandé si elle me remercierait plus tard. Mais la documentation ne suffisait pas. Je ne voulais pas seulement des preuves. Je voulais un impact. Je voulais que les gens auxquels elle tenait, ceux qui pensaient qu'elle était une fille bien, qui croyaient qu'elle était incapable du moindre mal, voient exactement qui elle était et qu'ils en soient témoins en temps réel. Pas d'interprétation, pas d'excuses, juste la vérité brute et indéniable. La famille de Camille était très soudée. Ses parents, Catherine et Philippe, étaient des catholiques traditionnels, du genre à encore aller à la messe le dimanche et à croire en la sainteté du mariage. Sa jeune sœur, Chloé, l'idolâtrait. Son frère aîné, Thomas, était protecteur, le genre de type à frapper d'abord et à poser des questions ensuite. Ils pensaient tous que j'avais de la chance de l'avoir, que j'avais en quelque sorte gagné au loto en épousant leur fille parfaite. J'étais sur le point de briser cette illusion. J'ai créé un groupe WhatsApp, mais sans encore envoyer d'invitation. Je l'ai intitulé « Urgence familiale », un nom assez vague pour exiger une attention immédiate. J'y ai ajouté Catherine, Philippe, Thomas, Chloé, ses 2 cousines les plus proches et même sa tante préférée. 14 personnes au total. J'ai rédigé le message, j'ai besoin que vous voyiez tous quelque chose. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Je n'ai pas cliqué sur « Envoyer ». Pas encore. J'attendais le moment parfait. J'ai aussi testé des plateformes de diffusion en direct. J'ai créé un compte anonyme, j'ai filmé mon propre salon pour m'assurer que la qualité vidéo était nette, que le son fonctionnait et que le lien était généré instantanément. J'ai répété le timing, lancé la diffusion, créé le groupe, lâché le lien, attendre. J'ai même scénarisé des réponses potentielles. Si quelqu'un m'envoyait un message pendant la diffusion, je resterais bref, calme, factuel. Je dirais simplement, regardez la vidéo. Vous comprendrez.
Pas d'émotion, pas d'hystérie, juste la vérité, froide et dure. Le dernier élément était le timing. Je ne pouvais pas faire ça un mardi soir au hasard. Il fallait que ce soit une nuit où Camille se sentirait en sécurité, où elle penserait que j'étais complètement dans le brouillard, où elle baisserait totalement sa garde. Alors, j'ai attendu. J'ai observé ses habitudes. Et puis, finalement, l'occasion s'est présentée. Vendredi soir, 3 semaines après ma découverte, elle m'a dit qu'elle avait un projet urgent et ne serait pas à la maison avant 23 heures. Elle s'est même excusée. Je suis tellement désolé, mon cœur, a-t-elle dit en me touchant doucement le bras. Je sais que ça a été beaucoup ces derniers temps. Je te promets que ça va bientôt se calmer. Je lui ai souri en retour. Ce n'est pas grave. Je serai là quand tu rentreras. Elle m'a embrassé, un autre geste creux et insignifiant, et est partie à 18h30. Je lui ai laissé 20 minutes pour m'assurer qu'elle était bien installée chez Laurent. Puis j'ai pris mon téléphone, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Je me suis garé au bout de la rue de Laurent, assez près pour voir la fenêtre de la chambre, mais assez loin pour rester caché. Les lumières étaient allumées, les stores entrouverts, comme toutes les autres fois. J'ai ouvert l'application de diffusion en direct, j'ai orienté mon téléphone vers la fenêtre et j'ai ajusté le zoom. Je pouvais les voir clairement maintenant. Camille, Laurent, s'embrassant, se déshabillant, bougeant ensemble dans ce rythme familier et écœurant. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai appuyé sur « Lancer la diffusion ». 20h47. Que le spectacle commence. Le flux vidéo était un peu granuleux mais suffisamment clair. La caméra capturait parfaitement la fenêtre de la chambre. 2 silhouettes se dessinaient contre la lumière chaude, leurs mouvements sans équivoque. J'ai légèrement ajusté le zoom, rendant leur visage plus net. Camille, Laurent, s'embrassant, les mains de Camille dans ses cheveux, ses mains à lui sur sa taille, glissant sous son chemisier. Le son n'était pas parfait, mais il captait l'essentiel, des rires étouffés, le grincement du lit, un gémissement sourd qui me retourna l'estomac. J'ai fixé l'écran un instant, mon pouce planant au-dessus de l'icône WhatsApp. C'était le moment. Le point de non-retour. Une fois le message envoyé, impossible de revenir en arrière. Pas d'explication possible. Pas de gestion de crise. Parfait. J'ai ouvert WhatsApp, j'ai activé le groupe et j'ai ajouté tous les contacts que j'avais préparés, Catherine, Philippe, Thomas, Chloé, les cousines, la tante. 14 personnes. J'ai tapé le message, j'ai besoin que vous voyiez tous quelque chose. Je suis désolé, mais c'est la vérité. J'ai collé le lien de la diffusion en direct. J'ai appuyé sur « Envoyer ». 20h51. Pendant quelques secondes, rien. Puis le groupe a explosé. Le message de Chloé est apparu en premier, « C'est quoi ça ?» Celui de Catherine a suivi, « Julien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je regarde ? » Puis Thomas, « C'est Camille. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les messages affluer, l'un après l'autre, de plus en plus vite. Le message de Philippe était en majuscule, « Arrête Cécédia. Arrête ça tout de suite. » Sa tante Carole a tapé rapidement, « Mon Dieu. Mon Dieu. C'est réel ?» Sa cousine Sarah a répondu, « Je vais vomir. » Les messages sont devenus frénétiques. Questions, déni, colère, horreur. Catherine appelait Camille. Thomas appelait Camille. Chloé m'appelait. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma main, mais je l'ai mis en silencieux. J'ai maintenu la diffusion. À l'écran, le téléphone de Camille s'est allumé sur la table de chevet. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle l'a d'abord ignoré, trop perdue dans l'instant pour s'en soucier, mais ensuite, il n'a pas arrêté. Vibreur, vibreur, vibreur. Elle s'est arrêtée, confuse, et l'a attrapé. J'ai assisté à la scène, à travers la fenêtre et à travers les réactions qui inondaient le groupe de discussion, pendant que son monde entier volait en éclats. Elle a déverrouillé le téléphone. Son visage est devenu blanc, complètement, absolument blanc. Elle s'est redressée brusquement, tirant la couverture sur elle, fixant l'écran comme s'il venait de lui annoncer sa condamnation à mort. Laurent lui demandait ce qui n'allait pas, sa voix étouffée par la vitre. Elle n'a pas répondu. Elle continuait simplement de faire défiler les messages, de lire, la bouche ouverte,
les mains tremblantes. Le groupe de discussion était devenu un champ de bataille. Thomas tapait furieusement, « Tu es où, bordel ?» Le message de Philippe était glacial, « Tu as déshonoré cette famille. » Celui de Catherine, en majuscule, « Comment as-tu pu faire CCDA à Julien ?» Le texto de Chloé était désespéré, « Camille, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. S'il te plaît. » Camille a finalement répondu à l'appel de Chloé. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je la voyais faire les 100 pas, gesticulant sauvagement, une main pressée contre son front. Laurent était en train de se rhabiller, l'air effrayé, lui posant des questions auxquelles elle ne répondait pas. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête, des larmes coulant sur son visage. Les messages continuaient d'affluer. Son cousin Marc a écrit, « Toi qui te la jouais toujours si parfaite. On voit qui tu es vraiment maintenant. » Tante Carole a ajouté, « Je n'arrive pas à croire que je t'ai défendu. J'ai la nausée. » Catherine a envoyé un autre message, « J'ai le cœur brisé. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu jeter un homme bon comme Julien? » Le dernier message de Philippe était brutal, « Ne rentre pas à la maison. Tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. » Camille était en sanglots maintenant, des sanglots qui secouaient tout son corps. Laurent essayait de la calmer, mais elle le repoussait. Elle a ramassé ses vêtements sur le sol, les enfilant avec des mains tremblantes, son téléphone toujours serré dans son poing. J'ai mis fin à la diffusion à 21h14. 23 minutes d'enregistrement, plus que suffisant. J'ai fait des captures d'écran du groupe de discussion aux plus de 200 messages maintenant, la plupart la condamnant, certains l'insultant, quelques-uns de Catherine qui disaient juste « J'ai le cœur brisé ». J'ai tout sauvegardé sur le cloud. Puis je suis rentré chez moi. Je n'ai pas roulé vite. Je n'ai pas mis la musique à fond. J'ai juste conduit. Les mains fermes sur le volant, la mâchoire serrée, mon esprit étrangement calme. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'avais 47 appels en absence. Je les ai tous ignorés. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à emballer les affaires de Camille. Vêtements, chaussures, articles de toilette, maquillage. Tout est allé dans des sacs poubelles noirs. J'ai travaillé méthodiquement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui lui appartienne. J'ai traîné les sacs sur la pelouse, 7 au total, et je les ai laissés là, en une pile bien ordonnée. Puis j'ai changé les serrures. Ça m'a pris 40 minutes. Quand j'ai eu fini, il était 22h03. À 22h41, la voiture de Camille s'est engagée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. Elle est sortie lentement, comme si elle se déplaçait dans l'eau, et s'est arrêtée net en voyant les sacs. Elle est restée là à les fixer, le visage blême sous la lumière du lampadaire. Puis elle s'est dirigée vers la porte et a essayé sa clé. Ça n'a pas marché. Elle a réessayé. Rien. Elle a commencé à frapper à la porte. « Julien. Julien, ouvre la porte. Laisse-moi t'expliquer, » a-t-elle crié, la voix brisée. Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, a-t-elle hurlé, la voix se fêlant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Laisse-moi juste entrer. On peut arranger ça. J'ai ouvert la porte, juste assez pour la regarder dans les yeux. Ma voix était calme, plate. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit d'un ton égal. C'est fini. Prends tes affaires et pars. Elle a essayé de forcer le passage, mais je l'ai bloqué. Julien, je t'en prie, a-t-elle commencé désespérément. Je l'ai coupé. Non. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. J'ai refermé la porte. Elle est restée là à crier, à marteler le bois, à supplier, à sangloter. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle hurlé à travers la porte. Tu m'as humilié devant tout le monde. Comment as-tu pu faire ça? Je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. Finalement, les coups ont cessé. J'ai entendu sa voiture démarrer. Elle est partie. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, fixant le vide, le silence plus assourdissant que tout ce qu'elle aurait pu dire. Les 72 heures suivantes furent un chaos, mais je suis resté dans l'œil du cyclone. Camille a tout essayé, texto, appel, courriel. Un message disait, « Julien,
S'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. Je peux changer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai bloqué partout, téléphone, réseaux sociaux, messagerie. Je ne voulais pas de ses explications. Je ne voulais pas de ses excuses. Je la voulais hors de ma vie. Mais sa famille m'a contacté. Catherine m'a appelé le lendemain matin, samedi, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine parler. Julien, je suis tellement désolée, sanglotait-elle au téléphone. Je n'en avais aucune idée. Elle n'est pas celle que je pensais. Sa voix s'est brisée. Tu méritais mieux. Tellement mieux. Je l'ai remercié pour son appel et j'ai été clair sur ma décision. J'apprécie, Catherine, ai-je répondu doucement. Mais je ne peux pas rester dans ce mariage. Je vais demander le divorce. Je comprends, a-t-elle murmuré en retour. Je suis désolé pour tout ça. Philippe a envoyé un texto plus tard dans la journée. Court et direct, tu as été un bon mari. Elle a tout gâché. C'est sa faute. Thomas m'a contacté le dimanche. Son message était solidaire, tu as bien fait, mec. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un endroit où dormir, quelqu'un à qui parler, je suis là. Même Chloé, qui avait d'abord tenté de défendre Camille, est devenue silencieuse après que je lui ai envoyé le dossier complet de preuves, relevé GPS, horodatage, clip vidéo, capture d'écran des mensonges de Camille. Elle a répondu des heures plus tard avec seulement 3 mots, je suis désolé. Pendant ce temps, Camille s'effondrait. Elle a emménagé temporairement chez une amie, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le lien de la diffusion avait fuité au-delà du groupe familial. Quelqu'un l'avait partagé, probablement Thomas ou l'une des cousines, et maintenant, les gens de son travail étaient au courant. Les ressources humaines se sont impliquées. Camille et Laurent ont tous deux été mis en congé administratif, ce qui, en langage d'entreprise, signifie « nous préparons votre licenciement ». La femme de Laurent, Élodie, l'a appris en moins de 48 heures. Je ne sais pas qui le lui a dit, peut-être quelqu'un de la famille de Camille, peut-être un collègue, mais elle savait. Elle a demandé le divorce immédiatement. Elle a pris les enfants. Elle a pris la maison. Elle a tout pris. Laurent a tenté de me contacter le mardi, 3 jours après la diffusion. Son courriel était pathétique, m'offrant de l'argent, me suppliant de ne pas aggraver la situation. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il a démissionné et a déménagé dans une autre région. Sa femme ne le laissait pas voir les enfants. Sa réputation était détruite. Il était fini. Les parents de Camille l'ont renié. Philippe lui a dit de ne plus venir aux réunions de famille. Catherine a cessé de répondre à ses appels. Thomas était dégoûté. Chloé était partagée, mais a finalement pris le parti de la famille. Camille était exilée, coupée du monde, seule. Elle a essayé de contacter des amis communs, mais je leur avais déjà dit la vérité. Je leur avais montré les preuves. Personne ne voulait s'en mêler. Personne ne voulait être associé à elle. J'ai avancé avec la procédure de divorce. J'ai engagé un avocat le lundi et j'ai déposé la demande le mercredi, utilisant la vidéo et les données GPS comme preuve d'adultère pour un divorce pour faute. L'avocat de Camille a tenté de négocier, mais mes preuves étaient en béton. Elle n'avait aucun levier, aucune défense, rien. Le divorce a été prononcé 4 mois plus tard, début mars. Elle n'a rien obtenu. Aucune prestation compensatoire, aucun partage de ma retraite, aucune part de la maison, qui était un bien propre acquis avant le mariage. Elle a signé les papiers sans se battre. Elle avait déjà tout perdu. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste continué ma vie. J'allais au travail, je rentrais à la maison, j'allais à la salle de sport, je regardais la télé, je me couchais. Des amis prenaient de mes nouvelles. Ça va, mec, demandait-il. Ça va, répondais-je. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Je n'étais pas heureux, mais je n'étais pas détruit non plus. J'étais juste anesthésié. Un samedi après-midi d'avril, 2 mois après le divorce, j'étais assis dans mon jardin, buvant une bière, le regard perdu dans le ciel. Mon téléphone a vibré. Un texto de Chloé est apparu à l'écran, elle est vraiment au plus mal. Je voulais juste que tu le saches. J'ai lu,
je n'ai pas répondu, et j'ai effacé le message. J'ai pris une autre gorgée de bière. La chute de Camille n'était pas ma responsabilité. Elle avait fait ses choix. Elle avait menti. Elle avait triché. Elle avait détruit ce que nous avions. Et quand les conséquences sont arrivées, elle n'a pas pu les supporter. Ce n'était pas mon problème. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le soleil réchauffer mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. Cela fait 6 mois que le divorce a été finalisé, 6 mois que j'ai signé ces papiers et que je suis sorti de ce tribunal, un homme libre. Je suis assis dans mon salon un vendredi soir, seul. La maison est silencieuse. Trop silencieuse, parfois. Mais c'est mon silence. Pas de mensonges, pas de trahison, pas de faux-semblants. Je pense à Camille de temps en temps. Non pas parce qu'elle me manque, mais parce que je me demande si elle m'a jamais vraiment aimé ou si j'étais juste pratique, un substitut, quelqu'un pour payer la moitié des factures pendant qu'elle cherchait ce qu'elle voulait vraiment. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville, changé de travail et coupé les ponts avec la plupart de son ancienne vie. Tant mieux pour elle. Elle avait brûlé tous les ponts. Il ne restait plus rien pour elle ici. Certaines personnes pensent que je suis allé trop loin. Quelques amis communs m'ont traité de cruel, ont dit que je l'avais humiliée inutilement. Je m'en fiche. Elle s'est humiliée toute seule. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes le voient. Et honnêtement, je le referai. Parce que l'alternative, la confronter en privé, lui donner une chance de mentir, de manipuler, de jouer la victime pendant que je passais pour le mari fou et jaloux, ça m'aurait détruit bien plus que la trahison elle-même. De cette façon, j'ai contrôlé le récit. J'avais les preuves. J'avais le pouvoir. Mais le pouvoir ne remplit pas le côté vide du lit. Il ne rend pas la maison moins solitaire. Je ne suis pas amer, pas vraiment. Je suis juste réaliste. Je sais que la confiance est quelque chose que je ne pourrai peut-être plus jamais accorder pleinement. Je sais que la prochaine femme avec qui je sortirai, s'il y en a une, devra accepter le fait que j'ai été échaudé, que je serai toujours à l'affût des signes. Et peut-être que ce n'est pas juste pour elle, mais c'est la réalité dans laquelle je vis maintenant. Je ne suis pas brisé. Je suis juste prudent, sur mes gardes. J'ai appris que l'amour ne suffit pas s'il est construit sur des mensonges, que le partenariat ne signifie rien si une personne ne fait que semblant, et que parfois, la seule façon de se protéger est de brûler le pont avant que quelqu'un d'autre ne puisse vous en pousser. Est-ce que ça en valait la peine? La diffusion en direct, l'humiliation publique, la vengeance par la terre brûlée. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas rendu heureux. Ça ne m'a pas apporté la paix. Mais ça m'a donné quelque chose, le contrôle. Pendant ces 23 minutes, je n'étais pas la victime. C'était moi qui tenais les cartes. Et quand elle est rentrée ce soir-là en pleurant, en suppliant, en essayant de me manipuler une dernière fois, j'ai eu le pouvoir de dire non. J'ai eu le pouvoir de fermer la porte. Et ça, d'une manière tordue, ça comptait. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je n'en ai pas honte non plus. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre à la trahison avec ma dignité intacte. Et peut-être que c'est tout ce qu'on peut espérer, sans sortir debout, même si on marche seul. Je finis ma bière, je pose la bouteille et je m'enfonce dans le canapé. La télé est allumée, un film d'action que je ne regarde pas vraiment. Mon téléphone est sur la table basse, écran noir. Personne ne m'envoie de message. Personne n'appelle. Et pour la première fois depuis des mois, ça ne me dérange pas. Parce que le silence n'est pas vide. Il est pur. Il est honnête. Il est à moi. Je pense à l'avenir. Peut-être que je referai ma vie. Peut-être pas. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui me fera de nouveau croire en l'amour. Ou peut-être que je me concentrerai simplement sur moi-même, ma carrière, mes passions, ma tranquillité. Dans tous les cas, je n'attends la permission de personne. Je ne demande le pardon de personne. Je ne cherche pas à tourner la page grâce à quelqu'un d'autre que moi-même. Le film se termine. J'éteins la télé. La pièce devient sombre, à l'exception de la lueur du lampadaire extérieur. Je me lève, je m'étire et je marche vers la fenêtre. Le quartier est calme. La rue est déserte. Quelque part, là dehors, Camille vit avec les conséquences de ses choix.
Et quelque part, ici dedans, je vis avec les miens. Je ne sais pas si j'ai gagné. Je ne sais pas s'il y a des gagnants quand un mariage se termine. Mais je sais une chose, je ne me suis pas perdu. Je ne suis pas devenu la victime. Je ne l'ai pas laissé réécrire l'histoire. Et peut-être, au final, que c'est la seule victoire qui compte. Je me détourne de la fenêtre, je me dirige vers la chambre et je ferme la porte derrière moi. Demain, je me lèverai, j'irai à la salle de sport, j'irai au travail et je vivrai ma vie. Parce que c'est ce qu'on fait quand la guerre est finie. On ne célèbre pas. On ne pleure pas. On continue simplement d'avancer. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je suis allongé dans mon lit, fixant le plafond dans le noir. Ma respiration est régulière, mon esprit enfin, miséricordieusement, silencieux. Pas de regret, pas de doute, juste la certitude froide et dure que j'ai survécu. Et parfois, survivre, c'est suffisant.